BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue à toutes et à tous dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr et le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble pendant une heure avec, à mes côtés, Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. On est ensemble pour faire passer un grand entretien à une personnalité du monde des affaires et une femme qui a un parcours exceptionnel, Meka Brunel, la directrice générale de Gecina. Merci Edwige. Et donc cette interview, Meka Brunel, c'est une interview multicanale. Il y aura une rencontre dans le magazine Challenge, mais aussi on la verra sur les sites web de Challenge et de BFM Business, et puis tout à fait sur l'antenne même pendant le week-end de BFM Business. Vous dirigez depuis 2017 la première foncière de bureaux en Europe et vous êtes le premier bailleur résidentiel privé à Paris. Meka Brunel, d'abord bonsoir, bonjour, merci d'être là, d'avoir avancé, vous avez des emplois du temps extrêmement chargés, merci d'être avec nous. Mode d'emploi de cet entretien, 4 parties, je vous les rappelle. Première partie d'actualité, on parlera du secteur de l'immobilier qui a été complètement chamboulé, perturbé par cette crise de la Covid. Après, une partie business. Et puis, il y aura bien sûr l'intervention d'un associé de Bain qui viendra nous expliquer un peu la stratégie, les perspectives à leurs yeux du secteur de l'immobilier. Et puis, un micro-trottoir où on a posé la question aux étudiants d'HEC pour savoir qu'est-ce que vous pensez de l'immobilier. Est-ce que vous avez envie d'y travailler? Vous verrez une petite question personnelle aussi pour vous. Et puis, les questions des alumni où il faudra que vous leur répondiez. Mais tout de suite, les questions d'actualité. Meka Brunel, l'immobilier sort-il complètement, le secteur de l'immobilier transformé par cette crise de la Covid? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette phrase un peu qu'on entend partout, mais est-ce qu'elle se vérifie pour vous? Il y a un avant et un après. D'abord, bonsoir, merci de cette invitation. Je dirais que la Covid, comme toutes les crises, ne crée pas les tendances, simplement ça l'accélère. Ici comme ailleurs, d'ailleurs dans tous les secteurs de l'économie, il y a des tendances qui existaient avant et qui ont été accélérées avec cette période de pandémie mondiale que nous avons connue. Nous avions observé depuis pas mal d'années qu'il y avait 3 tendances lourdes. L'urbanisation et la centralité autour des hubs de transport et de la mixité d'usage. La deuxième tendance lourde, très importante, c'est la digitalisation, la suppression des métiers administratifs et du management intermédiaire au bénéfice des métiers de service et de proximité. Nous l'avons vu pendant cette pandémie au quotidien. Et la troisième tendance lourde, c'est l'urgence climatique. Ces 3 tendances lourdes ont été accélérées de façon assez phénoménale, non seulement dans l'immobilier, mais dans tous les secteurs, et pas simplement en France, partout dans le monde. C'est l'observation que nous faisons aujourd'hui. Alors, Meka Brunel, c'est surprenant dans cet exposé que vous nous faites post-Covid, de ne pas avoir entendu le mot télétravail. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un élément structurant de votre industrie? Et globalement, est-ce que vous avez le sentiment que le retour au bureau est en bonne voie? Écoutez, télétravail, ça dépend ce qu'on met derrière. Je crois que par obligation, nous nous sommes retrouvés à travailler du domicile pendant toute cette période où on ne savait pas, on avait peur, et on avait très très peur pour nos santé et la santé de nos proches. Je voudrais souligner, je disais tout à l'heure que les emplois de proximité ont fonctionné, les éboueurs, les caissières, les gardiens d'immeubles, etc. Et eux, ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler, alors qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Nous observons que ce télétravail obligatoire de la maison n'est pas la panacée. Ce que nous observons, c'est des collaborateurs, d'ailleurs toutes les industries l'observent, qui ont énormément souffert de cette période. En vérité, le bureau, c'est un lieu d'équité de traitement. Maintenant, nous avons les mêmes tables, les mêmes chaises, les mêmes équipements, donc c'est l'équité qui est importante. Pas tout à fait le même nombre de mètres carrés en fonction de votre position dans la hiérarchie. Alors, oui, c'est un peu, franchement, c'est passé de mode. Si je prends le cas de Gecina, nous sommes sur des plateaux d'open space et c'est les mêmes mètres carrés pour tout le monde, le même mobilier, les mêmes ordinateurs, parce que finalement, c'est pas ça qui fait la différence dans la hiérarchie ou dans le positionnement. Moi, je distinguerais le travail de la maison du
travail de tiers-lieu. Je pense que nous avons besoin de nous rencontrer et d'ailleurs j'en veux pour preuve le plaisir que les uns et les autres ont, vous l'avez aussi sur vos plateaux, des rencontres physiques plutôt que de passer par la télévision et le fait de se rencontrer. Je crois que le télétravail 100% de loin, c'est pas quelque chose qui va arriver et ça dépend des métiers et il faut l'adapter aux besoins des entreprises. Oui, mais en même temps, on a le sentiment qu'il faudrait qu'on soit aussi bien sur son lieu de travail que l'on est chez soi. Alors, d'abord, pendant très longtemps, on a dit il faut se sentir comme à la maison au bureau. Et là, pendant la pandémie, la maison est devenue bureau, commerce, loisirs, école, etc. Moi, à titre personnel, je pense l'avoir dit déjà sur cette antenne l'année dernière, je suis contre le télétravail de la maison, notamment pour les femmes, parce que je pense qu'on se prend pour des héros et que nous ne sommes pas. Il faut quand même qu'on s'y fasse à cette idée que nous ne sommes pas des super-héros et que nous ne pouvons pas tout faire. Et il doit y avoir un endroit sacralisé où on se retrouve. On va revenir dessus. Il y a beaucoup de questions, Absolument. vous verrez. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance quand même. Il y a des grandes entreprises, à coïncidence. Il y a Orange, Pernod Ricard, qui inaugurent dans les prochains jours leur grand siège. Donc ça, c'est un point important. Et avec comme base un peu une nouvelle philosophie, le flex office. Est-ce qu'elles ont raison ou est-ce que finalement elles volent peut-être un peu trop dans la mode, dans l'air du temps? Qu'est-ce que vous en pensez, Mecca Brunel? En fait, je pense que ça dépend ce qu'on appelle aussi flex office. C'est le fait de pouvoir travailler de partout. Et vous parlez du siège d'Orange, vous parlez d'autres grandes entreprises. C'est le fait qu'on peut, avec nos outils, travailler de partout. Donc, on n'a plus un surface de travail dédié. Et donc, de là à aller jusqu'à l'extrême qui est qu'on se balade avec son tiroir d'un bout à l'autre. Ça n'a pas marché chez un grand cabinet de consultants. Ça n'a pas marché. Et puis, ça dépend du métier qu'on fait. Si on est tout le temps chez les clients, c'est pas la même chose que si on est comptable ou juriste en entreprise, etc. Mais néanmoins, le fait de pouvoir travailler de n'importe où, la question se pose sur la restauration d'entreprise qui est en pleine mutation, sur des tas de sujets comme ça qui sont en transformation. Alors, vous avez mené avec le cabinet Lab une enquête assez approfondie auprès de grands dirigeants d'entreprise sur ce qu'ils pensaient de l'avenir de leur bureau après la crise. Qu'en ressort-il ? C'était très intéressant parce qu'en fait, c'était une enquête, un entretien avec des dirigeants d'entreprise et ce n'était pas simplement un questionnaire ni un sondage pour ou contre telle ou telle chose. Et la plupart des dirigeants d'entreprise, j'en profite pour les remercier, ont passé 3/4 d'heure, 1 heure avec nos amis des labs pour exprimer ce qu'ils pensaient. Au départ, c'était pour qu'est-ce qu'ils pensaient du monde du travail. Et alors ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent que le bureau a encore de beaux jours devant eux parce que c'est là où on construit ensemble, où on réfléchit ensemble, où on fait de la créativité. Vous savez, les réunions Zoom, c'est de telle heure à telle heure, et c'est un agenda précis, alors que la rencontre fortuite, ça permet d'échanger. Et puis surtout, beaucoup, quelle que soit d'ailleurs l'industrie, que ce soit dans le service ou dans l'industrie lourde, c'était quand même très intéressant pour nous. Et beaucoup ont considéré qu'on a besoin d'un lieu où on retrouve la culture d'entreprise et l'appartenance aux valeurs de l'entreprise. Et voire même, il y en a qui sont allés plus loin en disant que ça doit permettre à l'entreprise d'être acteur de la cité, acteur de la ville, acteur de l'ouverture vers tout un tas d'infrastructures et d'éléments. Alors justement, dans la cité, il y a des quartiers de bureaux comme la Défense, où je crois d'ailleurs vous avez beaucoup d'actifs. Est-ce que vous avez le sentiment que, certes, le bureau a de l'avenir, mais le quartier de bureau tel qu'il est conçu comme la Défense est-il également ce qui est la ville de demain ? La Défense est un quartier que je connais depuis très longtemps, depuis son origine lancée en 58, faut le rappeler. La Défense est quand même inscrit sur 3 communes qui sont 3 communes extrêmement mixtes, que ça soit Puteaux, Courbevoie ou Nanterre. Et avec la proximité évidemment de Paris, de Levallois et d'autres communes. Cette mixité d'usage intéresse beaucoup de gens et nous voyons bien qu'aujourd'hui, la Défense, qui est l'endroit le mieux desservi en transport en commun, se remet à attirer les acteurs. Il y a eu un moment difficile. Est-ce qu'on peut monter dans des ascenseurs, etc. Surtout que les tours étaient vides. C'était surtout ça la question, quand même. Justement, à propos de tours de la Défense, ou tours, pas de la Défense, un de vos faits de gloire, à Mecca Brunel, c'est d'avoir construit les fameux tours duo Porte d'Ivry avec Jean Nouvel. Bon, ça, vous avez réussi à le faire accoucher et dans les coûts prévus. Mais surtout, est-ce que vous pensez que les tours aujourd'hui, c'est quand même un peu terminé? C'est une autre époque?
C'est l'avant. Alors, ça, c'était dans ma vie antérieure avec Emmanuel Cambridge, et j'étais à l'origine, d'autres ont suivi. Et bien sûr. Je ne pense pas, je pense que la densification est importante. Notre problème, ce sont des problèmes de réglementation extrêmement rigides et différentes qui ne nous permettent pas en France de créer des tours mixtes. D'ailleurs, j'en profite de cette antenne pour appeler à la simplification. Moi, je m'en fiche que ça soit telle ou telle règle, mais pourvu qu'on applique une seule règle et qu'on puisse créer cette mixité et cette facilité de faire. Les tours en tant que tels, il ne faut pas les blâmer. C'est surtout la manière dont on les conçoit et la simplification des différentes réglementations. Nous avons des tas de couches administratives qui se rajoutent les unes aux autres. Mais Brunel, puisqu'on est dans les questions d'actualité, il y a celle qui nous taraude un peu tous, c'est celle des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt bas ont vraiment boosté l'immobilier et les grands projets. Comment vous voyez-vous l'évolution des taux à moyen terme ? Écoutez, je ne sais pas vous le dire, parce que depuis tant d'années où on se pose la question de l'augmentation, de la montée des taux d'intérêt, c'est vrai que ça ne vient pas. Cela dit, moi j'ai commencé à travailler, les taux d'intérêt étaient à 15%, donc ça ne nous a pas empêché de faire de l'immobilier. Je vous parle, et l'inflation était à 14%. Je crois que ce n'est pas tellement ça le sujet est de savoir qu'est-ce que cela représente et dans quelle vision nous sommes. C'est plutôt la question de savoir s'il y a une bulle immobilière ou pas. La bulle immobilière est la conséquence de ces taux d'intérêt bas et peut-être pas le contraire, je ne sais pas, de la poule et de l'œuf, lequel est à l'origine de l'autre. Mais surtout, ce qu'on doit se poser, c'est la question de l'avenir. Nous avons des sociétés, notamment les sociétés occidentales, qui sont des sociétés vieillissantes, qui ne s'équipent pas en premier. Nous n'avons plus besoin de nous équiper en machines à laver, etc., comme dans d'autres sociétés. Et donc la question qui se pose, pour qu'il y ait de l'inflation et qu'il y ait une bulle, alors c'est vrai, les prix montent, mais pour qu'il y ait une bulle qui fait que les prix, les salaires, etc., tout va monter, il faudrait qu'on ait les besoins d'équipements nouveaux. Et ces besoins d'équipements nouveaux, on ne les voit pas. Mais en revanche, on a de plus en plus besoin de services. Donc il faudra regarder comment tout ça se rééquilibre. Et une des raisons pour lesquelles les prix montent, ce n'est pas simplement les taux d'intérêt bas, c'est aussi le manque de logements. Une absence, pénurie de logements, oui. Voilà. Nous avons une absence de produits. La demande est là, l'offre n'est pas là. C'est ça qui crée la montée des prix. Il y a transformation de bureaux en logement. On sait que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, que tout le monde pousse, même si certains maires, en fait, ne poussent pas trop, parce qu'il y a un problème de taxes foncières, de savoir il y a une fiscalité qui est plus favorable quand ils ont des bureaux plutôt que des logements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche ? Et chez vous, je ne sais pas, est-ce que c'est ce que vous faites ? Alors, nous en avons fait par le passé. Nous avons un dossier en cours avec la mairie de Paris, dans le 14e, où un immeuble de bureaux, le permis est déposé, va se transformer en logement. C'est un sujet très complexe parce que le coût est très élevé. Oui. Le coût de transformation est élevé. Les besoins de standards sont élevés. La loi Elan prévoit la possibilité d'augmenter, d'avoir plus de mètres, de pouvoir densifier justement plus pour pouvoir rééquilibrer un petit peu. C'est un peu plus compliqué et c'est laissé à la sagacité des mairies pour pouvoir décider. Mais il faut aller vers ça parce que d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des bureaux, il y a sûrement à la fin, du fait de la digitalisation, besoin de beaucoup moins de bureaux. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mètres carrés qui ont été construits ? Et on ne va pas en faire des ruines modernes qu'on fera visiter avec des guides. Donc il faut bien les transformer. Alors, Mecca Brunel, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième séquence, les questions business et le brief de Bain. Alors, Mecca Brunel, j'ai le plaisir de vous introduire Julien Bette, qui est donc associé de Bain et compagnie et qui est très bon sur toutes les questions finance et immobilier. Julien, c'est à vous. Bonjour Madame Brunel. Bonsoir. Alors, vous avez transformé Gecina depuis 3-4 ans maintenant. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous avez mis sur orbite une foncière qui était somme toute un peu traditionnelle pour la mettre dans une transformation assez rapide, assez ambitieuse. Et finalement, si on regarde aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Gecina est très bien positionné sur les tendances de fond, comme d'un côté la centralité, la métropolisation avec votre parc de logement, l'équilibre de votre business model entre résidentiel et entreprise. Vous êtes pionnier sur la RSE, vous l'avez mentionné, donc je n'y reviens pas forcément, mais c'est un positionnement précurseur. Et puis, vous faites la part belle à l'innovation, aux nouveaux usages, avec une marque qui, en fait, permet d'apporter plein de services à valeur ajoutée pour vos différents segments. Alors aujourd'hui, néanmoins, c'est vrai que l'immobilier est en pleine incertitude. En tout cas, il y a beaucoup de changements. Si on en citait 4, le premier qu'on pourrait donner, vous avez commencé à l'évoquer, c'est
finalement, que va-t-il advenir de l'immobilier de bureau? C'est-à-dire qu'on voit deux tendances contradictoires entre d'un côté des salariés qui ont apprécié la flexibilité, ils sont 95% à dire vouloir pérenniser les changements favorables qu'ils ont eus pendant la crise, et en même temps ils ont envie de revenir. Et aujourd'hui, il y a un paradigme à retrouver côté immobilier de bureau pour savoir la forme qu'il va prendre demain. Et la conjoncture économique ajoute aussi quelques incertitudes sur le parc immobilier que les entreprises vont vouloir garder. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'évolution de cette tendance de métropolisation, de centralité. Comment va-t-elle évoluer après les expérimentations du Covid de ces 2 dernières années? Est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'au contraire, elle va s'hybrider, elle va devenir différente? La troisième, c'est sur le dynamisme du marché des particuliers, où il y a une incertitude sur ce que vont faire les banques sur le crédit immobilier. Et si on pénalise la demande particulière, ça pourra peut-être jouer sur la résilience de l'ensemble des acteurs du secteur. Et enfin, la quatrième, c'est si jamais il y a des actifs qui sont un peu discountés, sera-t-il encore possible de faire des sessions restructuration dans des niveaux de profitabilité acceptables sans pénaliser la capacité à faire de la croissance? Donc ça, c'est plutôt pour les incertitudes. Après, il y a quand même des choses favorables. Alors la première, on l'a déjà un peu dit, mais la mise en place de mode de travail hybride, c'est une opportunité pour tous les acteurs de l'immobilier qui sont innovants. Et ce qu'on voit toujours, c'est que pendant les crises, il y a une sorte d'effet ciseau entre ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Et du coup, il y aura une polarisation plus forte du marché en valorisant ceux qui se sont bien positionnés. La deuxième, et ce sera peut-être un peu plus banal de le dire, mais l'immobilier, ça reste une valeur refuge. Et donc, dans une période d'incertitude, ce sera valorisé. Mais je pense que la plus importante, c'est sans doute la demande pour des biens de qualité, que ce soit digitaux, connectés ou écologiquement responsables. Et en fait, ce qui est quasi certain, c'est que les biens qui sont performants énergétiquement et digitalement connectés vont être plus valorisés. Ils seront quand même assez rares par rapport à la demande et du coup, ils s'apprécieront fortement. Donc tout ça, ça donne quand même un certain nombre de facteurs pour espérer. Il y a de la place pour les acteurs innovants malgré les défis. Et Julien, si vous aviez une question à poser effectivement à Mecca Brunel, quelle serait-elle? Alors, si j'avais une question, je dirais que en fait, comment est-ce que quand on est dans des moments de bouleversement comme ça, avec des tendances relativement incertaines, comment est-ce qu'on adapte une stratégie sur des tendances de long terme et comment est-ce qu'on fait face à ces incertitudes pour définir une nouvelle stratégie dans une foncière immobilière? Je vous remercie, c'est une très bonne question. Et vous avez 30 secondes pour y répondre. Mais après, ça sera les questions business que très bien introduites, justement. Je vous dirais par le principe même de l'immobilier qu'on m'a appris depuis longtemps. L'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En anglais, location, location, location. Donc, de toute façon, ça ne change pas. À cela se rajoute maintenant les services, la qualité et la partie environnementale. Et en fait, vous savez, ce qu'on a fait chez Gecina, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous, individuellement, nos exigences ont énormément augmenté ces dernières années, alors que dans nos entreprises, on est resté en arrière. Dans le temps, c'est dans les entreprises qu'on trouvait la modernité et pas à la maison. Maintenant, c'est le contraire. Donc, on n'accepte plus un appartement ou un logement qui ne soit pas aux normes. On n'accepte plus qu'on ne soit pas environnemental et qu'on ne respecte pas. Et surtout, qu'on ne fasse pas ce qu'on dit, qu'on ne dise pas ce qu'on fait. On n'y arrive pas toujours, mais au moins avoir l'intention, la bonne intention de le faire. On n'accepte plus que les services ne soient pas là. Tout autant que nous sommes tous pareils. Donc face à ces exigences, il n'y a pas de plan B. Et surtout, le changement climatique, c'est pour nous essentiel. On n'a pas le choix. On est dans une espèce de course comment dirais-je, de fond, à la manière des Kenyans, hein, pas des autres pays du monde, c'est-à-dire pleine vitesse dès le départ. Avec la vague de tsunami qui est derrière nous, on a 10 ans, a dit le rapport du GIEC. On n'a pas le choix, il faut y arriver. En tout cas, il faut faire le maximum. Si on ne fait rien, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Julien Bette, donc associé de Ben & Compagnie. Et vous l'avez compris, il a très bien lancé le débat parce que maintenant, c'est place à l'actualité business avec des questions qui vont reprendre ce que vous nous avez dit. À tout de suite. Alors on reprend donc sur cette partie business. Qu'on le veuille ou non, le télétravail fait que la demande de bureaux a diminué de près de 30%, évoque-t-on. Et on a découvert que Gecina, la première foncière de bureaux, est allée vers le secteur résidentiel. Est-ce que c'est parce que c'est une meilleure perspective de rentabilité ou une meilleure perspective d'un marché attractif? Alors Gecina était déjà dans le résidentiel puisque c'est l'ancêtre de...
Oui, oui, Non, oui. c'est l'ancêtre de raison. Gessina. Oui, Après-guerre, oui. on a commencé C'est par ça. le résidentiel. Once upon a time. Estosie, voilà. Donc, on est sorti de là parce que c'était plus à la mode, parce que on avait aussi cette vision de propriétaire institutionnel et méchant locataire gentil. Donc, on avait plein de sujets de cette nature-là. Donc, on a gardé le résidentiel qui restait et on est en train d'augmenter ça. C'est quoi les proportions? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de chiffres. D'abord, le patrimoine. Le patrimoine, c'est 20 milliards. D'accord. 80% bureaux, 20% logements. Et 20% de logements aujourd'hui représentent à peu près 6 000 logements. Et nous sommes en train de, à travers les accords que nous avons passés avec Nexity ou Woodeum ou les acquisitions d'opérations neuves que nous faisons sur le marché, nous sommes en train d'augmenter la part de tous ces, du résidentiel locatif un peu partout. Parce que je pense que dans la chaîne résidentielle, on ne peut pas dire que ce sont que les particuliers qui doivent être dans le secteur libre. Nous avons la capacité d'être acteurs majeurs dans ce domaine. L'évolution de votre patrimoine juste en 2020, premier semestre 2021, c'était plus combien? Plus 2%. C'est tout? C'est pas mal quand même, hein, parce qu'en fait, on vend entre-temps. Donc, on a des choses qu'on vend, on a des choses qu'on achète, on a entre les deux. Donc, voilà. Il y a un phénomène intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des grands fonds d'investissement type BlackRock qui commencent à regarder les immeubles d'habitation à Paris, par exemple, en disant, c'est simple, les hôtels, il n'y avait plus personne dans les hôtels, les bureaux, il y a du télétravail, le commerce, maintenant, c'est le commerce en ligne, donc ça vaut pas. Donc, maintenant, ils commencent à acheter. Est-ce que là aussi, ça va quand même peut-être, vous concurrencer, et puis faire monter les prix? Vous savez, d'abord, être le premier opérateur de logement à Paris, c'est pas bien. Il vaut mieux être plusieurs. Et puis nous, on est opérateur, on n'est pas simplement investisseur. Donc, à côté d'autres investisseurs, on peut apporter l'offre locative. Parce que le logement, c'est beaucoup de gestion, beaucoup de règles, beaucoup de réglementations qui se sont rajoutées les unes aux autres. Ça nécessite une expertise et un professionnalisme. Tous les particuliers qui ont donné à louer un logement savent très bien l'encadrement de loyer, les travaux à faire, etc. Voient bien les difficultés que cela représente. Nous pensons qu'il faut des professionnels dans ce domaine-là qui sont capables de faire ce travail-là de façon plus professionnelle et plus maîtrisée. Alors, Mecca Brunel, avant même la crise du Covid, vous avez lancé la ligne que vous appeliez You First, vous d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui est simplement pour le bureau ou pour le bureau et pour le logement? Non, c'est une marque ombrelle qui se décline en bureau, en logement, parce que nous pensons que le côté serviciel devient de plus en plus important et parce que, vous savez, dans nos métiers, finalement, on est un investisseur, on a 20 milliards d'euros d'actifs, les loyers rentrent, etc. Eh bien, il fallait qu'on aille vers le client. Et pourquoi You First? Je suis désolée de cet anglicisme, mais c'est parce que ça exprime bien le fait qu'il faut mettre en avant le client et le service au client et en s'effaçant derrière ce qu'on doit faire pour les besoins de notre client, voire même anticiper. Par exemple, tout ce qu'on est en train de faire comme la conciergerie, ce qu'on est en train de faire comme les services. Nous avons mis en place des CRM, que ce soit pour les bureaux, pour les logements. Nous avons mis en place des espaces clients où ils peuvent regarder l'état de l'avancement de leur bail pour la partie résidentielle. Nous faisons la commercialisation de la partie résidentielle étudiante déjà de cette manière-là. Nous allons le faire côté logement traditionnel dans quelques mois. Donc tout un tas de services qui permettent d'avoir le service hôtellerie. Vous savez, quand vous voulez réserver une chambre d'hôtel, vous allez sur le site, vous ne téléphonez pas à une agence pour remplir un document. Donc tout ça, ça fait partie des services et de la digitalisation qui va avec. Vous avez déclaré tout à l'heure, vous avez dit que c'était très important, évidemment, tout ce qui est les enjeux climatiques, les enjeux de la RSE, on va y revenir avec Vincent, tout ce qui est le carbone, vous avez déclaré que donc vous voulez être carbone neutre en 2030. Ça veut dire quoi concrètement quand on dirige Gessina, vous traduisez ça comment en termes stratégiques? Écoutez, les immeubles existants, le bâtiment est le deuxième industrie qui est le plus polluant derrière le transport. C'est connu mondialement, c'est pas que ici. Et le plus dur, c'est les immeubles en exploitation, avec des gens dedans, parce qu'on est toujours en train de dire « je ferai demain, je ferai après-demain, j'ai pas le temps, oui mais les gens, on va pas les déranger, etc. » C'est en cela que c'est important. Donc on a mis en place un programme qui s'appelle Canopée Carbone Net Zéro Plan 2030, pour dire d'ici 2030, on doit aller vers la neutralité carbone sur le patrimoine existant. Ça demande tout un programme, toute une transformation, beaucoup de technologies, beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D, parce que toutes ces technologies-là n'existent pas. Et j'allais dire, on n'a pas le choix. La taxonomie européenne
la taxonomie européenne va nous y obliger, tout un tas d'éléments. Et nos clients vont nous y obliger. On n'y pourra rien. Nous, en tant que clients, on n'acceptera plus de la compromission dans ces sujets-là. Et ce concept, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dessus, on en parle beaucoup, de ville durable. C'est quoi par rapport à aujourd'hui ? Par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de gaspillage. À Paris notamment. On a énormément de gaspillage et souvent, pardon d'utiliser cette expression pas pour la ville de Paris, mais je l'utilise beaucoup pour moi-même, le cerveau gauche et le cerveau droit n'est pas connecté. Vous avez déjà remarqué que quand vous avez un concessionnaire qui intervient sur une chaussée, il y a, je ne sais pas moi, l'EDF qui intervient, qui rebouche, puis après il y a l'eau qui intervient, qui rebouche, puis après vous avez les égouts qui interviennent, qui rebouchent. Ça, c'est ne pas être durable. Ça, c'est de ne pas réfléchir, de ne pas avoir une vision globale et de ne pas être économe d'énergie, de carbone et de réflexion, de se poser la question. La ville durable, c'est la ville de réemploi. La ville durable, c'est la ville où on ne fait pas de gaspillage. La ville durable, c'est la ville de l'inclusion, de la manière dont on va le faire. On y va, peut-être en crabe, mais on y va, qu'on le veuille ou non, de plus en plus. Et la ville durable, c'est d'empêcher les espèces de mouvements de transhumance de gauche à droite, de nord au sud, de l'est à l'ouest, et de donner, non pas de travailler de la maison, mais de travailler de tiers-lieux à proximité, ce que M. Moreno appelle la ville du quart d'heure, ou les Américains appellent the walkable city. Il faudra qu'on puisse s'approprier son quartier. C'est pour ça que la mixité est importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du plaisir à aller chez le commerçant du quartier et pas simplement à commander sur Internet. Question qui est vieille comme l'antique et qui intéresse tous ceux qui regardent cette émission, c'est en fin de compte, est-ce qu'il faut mieux développer l'accès à la propriété ou développer un fort marché de la location ? Il faut les deux. Il ne faut pas être monomaniaque. Il faut donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d'avoir la même qualité de service en location qu'en accession. Et surtout, l'accession institutionnelle. Je rappelle que le bail institutionnel est un bail de 6 ans renouvelable qui protège le locataire. Et puis les institutionnels ont les capacités d'injecter ce qu'il faut pour rénover, restructurer les immeubles et apporter les services, même si on n'est pas parfait et on a beaucoup de travail à faire pour la perfection, mais il faut qu'on y continue à y travailler. Et nous, on va continuer cette émission, Mecca Brunel, avec la deuxième partie. On va marquer une petite pause. Il y aura un petit micro-trottoir pour qui est réalisé auprès des étudiants d'HEC. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Et puis ensuite, les questions des alumni, puis une conclusion qui sera forcément plus personnelle. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. L'entretien HEC avec Mecca Brunel se poursuit et on va avoir une deuxième partie lancée avec un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'HEC auprès d'étudiants. Sont-ils attirés par le secteur de l'immobilier? Quelle image en ont-ils? À la fin, une petite question personnelle. Tout ceci recueilli par Hortense Muller et Clémentine Impérial-Legrand. Comment est-ce que tu envisages ton bureau plus tard ? Alors mon bureau plus tard, il sera plutôt grand, partagé avec d'autres gens. J'aimerais qu'il soit spacieux, très lumineux, qu'il y ait beaucoup de fenêtres et qu'il donne sur quelque chose de vert. Alors moi, dans mon bureau futur, il serait pas super grand, mais il aurait des grandes baies vitrées. Comme ça, je peux voir tous mes collègues, tous mes potes arriver. Parce que par exemple, si je sens que je vais me faire engueuler, je vois le truc venir. Et il y aurait des plantes partout. Moi, je veux un bureau qui soit mobile, mais mobile dans le sens où flexible, debout, assis, qu'on puisse bouger, pas avoir mal au dos. Je l'imagine plutôt sur deux locations, à moitié chez moi ou en tout cas avec le télétravail n'importe où dans le monde en fait. Moi, j'envisage pas un retour au bureau, au sens propre du terme, et je pense que la pandémie, en tout cas, j'ai eu une expérience en télétravail et j'ai beaucoup apprécié ça, donc j'imagine en tout cas passer beaucoup de temps chez moi à la maison. Est-ce que tu penses que le télétravail c'est l'avenir des bureaux aujourd'hui ? Je pense pas que ce soit l'avenir non plus, dans la mesure où on a besoin des liens sociaux dans une entreprise, ça me semble assez fondamental. Donc non, c'est pas l'avenir, mais une belle option dans les cas de crise comme la nôtre, quoi. Pour moi, non, parce que je me suis tapé 1 an et demi de cours à distance sur un ordi
Et là, je suis tellement content de pouvoir avoir un peu de contact avec mes camarades, retrouver des gens en vrai, pouvoir parler. Moi, j'espère que le Covid, le développement du télétravail va permettre aux Français, aux gens en général, d'aller habiter plus les espaces ruraux. Ils seront un peu moins contraints de rester dans les grosses villes. Ça, c'est mon vœu que je fais pour plus tard. Les gens ont peut-être plus l'habitude de travailler depuis chez eux et en tout cas d'être mobiles, d'aller dans des espaces de coworking. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sont dit que c'était plus rentable d'avoir des espaces de coworking plutôt que des bureaux personnels individualisés. Est-ce que tu vois le télétravail comme une solution pour les entreprises de ne pas payer leur loyer ? Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit qu'il faille réfléchir uniquement sous cet angle-là pour une entreprise. Parce que le télétravail, ça a aussi des impacts, ça peut avoir des impacts assez négatifs en matière de pression sur les employés, en matière d'ambiance de travail. Donc c'est pour ça que je pense qu'aucune entreprise n'a intérêt à passer à 100% télétravail. Et je pense qu'il ne faut pas réfléchir à l'aune du profit, mais vraiment de l'ambiance de travail, de l'esprit d'équipe, etc. Je veux dire que oui, c'est une option pour eux d'économiser de l'argent, mais je pense que c'est autorisé d'économiser de l'argent parce que c'est important d'aller quelque part pour sentir que vous laissez vraiment votre maison et votre vie personnelle derrière vous et entrer pleinement dans une vie professionnelle. Aussi, je pense qu'il est crucial de créer un lien réel avec ses collègues, d'être avec eux et de sentir que l'on travaille avec eux, que l'on travaille en équipe. Ce qui est personnellement beaucoup plus difficile à réaliser lorsque l'on ne se voit que sur le Zoom. Est-ce que pour toi, c'est important de travailler dans des bureaux à basse consommation ? C'est primordial. C'est absolument primordial d'avoir des bureaux intelligents à basse consommation. Il faut s'assurer par contre que ça marche parce que personnellement, moi j'en ai fait les frais. On avait des bureaux qui étaient un peu smart. Sous 35 degrés, ils n'activaient pas la clim parce que le bureau est censé l'activer lui-même. Je pense qu'on est obligé de se tourner vers ça aujourd'hui, quoi. Ça devient un impératif, plus qu'une option en fait. Alors c'est un objectif, bon courage, mais oui, je pense que c'est important de travailler et de faire les choses, d'avancer, en tout cas dans cette direction. Ouais. Si tu avais une question à poser à Meka Brunel, qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander ? Moi, ma question, finalement, c'est quel avenir reste-t-il pour les bureaux ? Eh bien, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble son bureau. La réponse, Meka Brunel, il ressemble à quoi à votre bureau ? C'est intéressant parce qu'on voit, il y a plein de questions. Le fil, il est un petit peu dans tous les sens. Ouais. Ils sont d'accord sur la décarbonation, mais en même temps, ils disent, oui, mais du coup, j'ai pas de clim. Donc, vous voyez, c'est votre bureau d'abord. C'est humain. Moi, mon bureau est relativement petit. J'y suis jamais. C'est le seul bureau fermé, avec le bureau du président, qui est plus grand, de la maison. Et en fait, je l'ai juste fait ça parce que, je vais vous dire, quand on a refait les bureaux, je voulais pas que mon successeur, le jour où il viendrait, casse tout et casse l'ambiance. Donc voilà, et j'y suis jamais. Il y a juste la photo de mes petits-enfants qui est derrière, des 6, des 7, qui me surveillent. Donc quand j'y suis rarement, ils regardent ce que je fais, mais en vérité, je suis tout le temps à droite à gauche dans la maison. Et la clim est à combien ? La clim est coupée. La clim est coupée. Donc vous avez très chaud. Non, parce que je trouve qu'on peut, en fermant les rideaux ou les volets, on peut baisser la température et s'adapter. Voilà. Je suis un animal à sang-froid. Animal à sang-froid comme vous. Dernière partie de cet entretien HEC. Je ne parle pas de la conclusion. Là, il y a des petites questions, là encore personnelles. Dernière partie avec les questions posées par les alumni d'HEC. On a dû en retenir, évidemment, on n'a pas toutes prises, ces questions. Vous pouvez regarder devant vous aussi. Première question, elle est posée par Jean-Daniel Pic sur l'impact du télétravail. On voit que ça revient beaucoup, l'impact du télétravail, sur les revenus de Gecina. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel Pic et j'anime le hub distribution, immobilier et services à la personne. Ma question portera sur l'activité bureau, vu son importance pour Gecina. Et elle est la suivante. J'aimerais savoir la perspective que vous avez sur le télétravail, sa rémanence et l'impact que cette tendance pourrait avoir sur les revenus et sur la stratégie à moyen et long terme de Gecina. Merci beaucoup. Réponse. Je ne réfléchirai pas en termes de télétravail, mais digitalisation.
Je pense qu'il faut aller vers plus de centralité et de mixité d'usage autour des hubs de transport et surtout la qualité des services et la qualité des standards, notamment en matière RSE des immeubles. Et dans ce cadre-là, en réduisant le nombre de mètres carrés, en les transformant en logements et en répartissant, je ne sais pas quel va être, ça serait prétentieux de ma part et inexact de vous donner des chiffres, mais à date, on ne voit pas de conséquences puisque la polarisation des marchés fait que nous avons beaucoup d'attractivité sur nos immeubles de bureaux bien situés, je remercie nos clients, et avec des loyers tout à fait convenables pour certains dans les centres de Paris, bien plus élevés que ce qui était avant la crise. Deuxième question donc de Olivier Blandin, dont je pense qu'il travaille à la Défense. Bonsoir, je suis Olivier Blandin, donc moi je suis MBA 1992. J'ai fait donc le MBA, j'ai fait le programme d'échange sur la Wharton Business School. Actuellement mon métier c'est un métier simple, je suis courtier en assurance et je suis aussi entrepreneur, donc j'ai plusieurs projets, je suis aussi enseignant et je dirige le club des experts et consultants indépendants d'HEC. Donc ma question qui me taraude, c'est que la crise immobilière, on voit beaucoup de télétravail. Les salariés sont amenés à travailler parfois 2 ou 3 jours par semaine dans des bureaux. Le reste du temps, ils sont chez eux. Donc tout cela amène à repenser les surfaces consacrées au travail. Donc le foncier, donc les tours de la Défense, qu'est-ce qui va se passer? En quoi va-t-on les transformer? Espace de coworking, pourquoi pas, mais l'emprise foncière est assez élevée, donc je ne sais pas, je pose la question. Et je pense qu'on trouvera des solutions, parce qu'on trouve toujours des solutions, surtout en période de crise. Donc voilà ma question, merci beaucoup, et puis très bonne journée ou soirée. Alors, si on veut parler de télétravail, en vérité, si on n'impose pas aux gens en disant « toi tu viens lundi, toi mardi, toi mercredi, toi jeudi, toi etc. », il n'y aura pas autant de foisonnement que ça. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les tours de la Défense se remplissent et accueillent à nouveau des collaborateurs. Mais je pense que ça peut se transformer. Comme je le disais tout à l'heure, notre problème, c'est toutes ces réglementations qui sont déconnectées les unes des autres. Et si on arrivait à avoir une seule réglementation, on pourrait faire des tours mixtes, comme partout dans le monde d'ailleurs. Partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit partout en Europe, on peut faire des tours mixtes. On doit être capable de le faire ici. Mais pour l'instant, je ne vois pas tant de vacances que ça sur les meilleurs tours et non obsolètes et de qualité de la Défense. Troisième question, elle est très importante parce qu'on va parler, je veux dire, enfin, de performance énergétique. C'est Thierry Vignal qui vous pose la question et on prendra le temps d'y répondre, Mecca Brunel. Merci. Bonjour Madame Brunel, je suis Thierry Vignal, le président de Mastéos, et ma question est la suivante. Gecina a un parc d'environ 10 000 logements résidentiels. Et ces logements seront soumis à des obligations de performance énergétique à partir de 2025, ce qui rendra illégale la location des logements les moins performants. On se rappelle que l'immobilier est responsable en France de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, je voudrais savoir quelle est votre stratégie de rénovation énergétique à l'échelle de votre parc résidentiel, mais aussi de votre parc de bureaux en général. Merci. Merci pour cette question. Cela rentre totalement dans notre programme Canopée 2030, puisque la réduction des gaz à effet de serre et du carbone permet aussi, enfin, du moins, la performance énergétique permet de réduire les impacts carbone. C'est le programme qui est lancé, sur lequel nous travaillons, qu'on a annoncé en début d'année, sur lequel nous travaillons à vitesse grand V, et on va le faire. Alors, simplement, nous n'avons pas encore 10 000 logements, nous avons à peu près 6 000, mais néanmoins, ce parc est amené à grandir. Mais vous avez commencé ou pas du tout? Nous avons commencé, mais nous allons accélérer le tempo. Il y en a combien sur vos 6 000, par exemple, qui sont aux normes, et combien qui ne sont pas aux normes? En fait, on a beaucoup qui sont très anciens et qui ont besoin... C'est pas une question de normes, c'est une question d'exigences énergétiques de demain, comme c'était indiqué. C'était pour Nous sommes en train d'y travailler et il y en a beaucoup qui mériteraient d'être refaits convenablement pour répondre aux exigences, non pas d'aujourd'hui, mais de demain, parce que les exigences augmentent et à partir de 2025, ça va être encore plus exigeant. Comment vous abordez le problème, vous voyez process par process, immeuble par immeuble, méthodiquement, en mettant en place... Et vous en êtes où?
Et nous avons lancé un certain nombre de travaux immeuble par immeuble. Ça ne suffit pas. Nous sommes en train de passer à l'industrialisation. C'est juste pour avoir un... Oui, je ne sais pas vous dire. Bien. Écoutez, nous sommes au début, nous sommes à moins de 10%. Donc nous devons passer à l'échelle d'après. C'est pour ça qu'on a lancé ce programme. Le coût est de combien pour vous, pour Gecina? Parce que ça doit être énorme. En fait, le coût est un coût d'innovation. Et en fait, nous investissons beaucoup dans des choses qui ne méritent pas. Et puis, vous savez, le temps qu'on passe à réparer, finalement, à faire les choses bien, ça évite aussi d'avoir de coûts de maintenance complémentaires. Et ça se chiffre en millions, en dizaines, en centaines, ça se chiffre en centaines de millions, mais qui sont l'objet d'approbation par notre conseil d'administration régulièrement. Et ce n'est pas des milliards, c'est simplement un réfléchage de l'argent. Je vous parlais de la taxe carbone interne. Ça permet de réfléchir sur ce qui est important et éviter le gaspillage. Nous faisons beaucoup de gaspillage et nous dépensons énormément en maintenance. Et c'est pour ça que vous avez choisi d'avoir vos prochains programmes avec 2 promoteurs qui sont très attentifs à ça. Je pense à Nexity et puis à Woodeum, dont tout le monde ne sait pas qu'effectivement, ils sont les spécialistes de la promotion en bois. En bois. Absolument. Et pour nous, ce qui était important, c'est que les nouveaux immeubles qui vont rentrer dans le parc, donc on a un accord de principe de construction avec Nexity de 4000 logements sur les prochaines années, de 1000 logements pour Woodeum, c'est une question de capacité de production, et de capacité de production si on arrive à trouver les terrains, etc., c'est de répondre aux meilleurs standards. Donc ces immeubles-là et ces appartements-là seront déjà aux normes. Ce qui existe fera l'objet de programmes très importants, mais qu'on doit mettre en place, et ça prend un peu de temps, mais nous sommes dans la massification et dans l'industrialisation. Alors la prochaine question revient sur votre initiative qu'on a évoquée tout à l'heure, You First, et elle est posée par Victor Caro. Bonjour Meka, je suis Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet Meetings. Ma question concerne le monde du bureau. Le bureau vit sa plus grande révolution depuis 30 ans et il y a une nécessité évidente aujourd'hui qui est d'amener plus de flexibilité et plus de services dans les grands bâtiments de bureaux. Vous avez décidé de monter You First, sachant que la plupart des grands propriétaires qui ont décidé de créer leur opérateur ces dernières années, Nexity, ICAD et d'autres, et bien d'autres, ont vu cette initiative soldée par un échec. Qu'avez-vous mis en place et que comptez-vous mettre en place pour en faire un succès ? Merci pour cette question. En fait, effectivement, ces besoins de services existent. Je pense qu'il a raison. Vouloir inventer l'eau chaude toute seule, on n'est pas toujours obligé de vouloir tout faire soi-même, comme mes petits-enfants. Et parfois, faire des partenariats, ça permet de mettre en place des services et utiliser les savoir-faire sans être obligé de le créer soi-même. Ça nous a permis aussi de comprendre. D'abord, nous avons loué 2 immeubles à WeWork. Ça nous a permis de comprendre comment ils opéraient, ce qu'ils mettaient en place, etc. Nous avons lancé You First Bureau et nous sommes en train de réfléchir à des partenariats à mettre en place, mais comme le partenariat que nous venons de mettre en place avec Edenred pour révolutionner le marché de restauration collective. Sa question, c'était comment faire pour que ça marche? Eh bien, pour que ça marche, il faut gagner l'argent là où les autres en ont perdu. Il faut qu'on soit partenaire avec ceux qui savent faire. Ça ne peut pas se faire à la marge de ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas vouloir tout faire, tout inventer, tout mettre en place soi-même. Vous savez, nous, on est collecteurs de loyers, on fait des travaux sur nos immeubles, on est investisseurs. Mais ces services-là nécessitent d'autres qualités, d'autres savoir-faire. Et donc, c'est avec des partenariats qu'on le met en place et on a des discussions un peu partout en ce moment qui avance et voilà, ça nous a appris que finalement on sait qu'on ne sait pas, donc il faut qu'on le fasse avec ceux qui savent. On va parler d'immeuble idéal, c'est l'avant-dernière question, la question de Philippe Musielec, on l'écoute. Bonsoir, je suis Philippe Musielec, E04, secrétaire général de Vinci Immobilier, et compte tenu de la crise actuelle qu'on connaît, du télétravail, de la baisse importante des investissements, malgré bien sûr le montant aussi très important de liquidités à investir. Aujourd'hui, finalement, l'immeuble idéal pour vous, quel est-il? Quels sont les critères d'investissement que vous retenez pour acheter un immeuble demain de bureau, d'immeuble tertiaire? L'immeuble idéal. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'emplacement, 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 ça c'est la base, et à cela se rajoute le côté mixité d'usage, vraiment dans des quartiers très mixtes. Mais il a quelle taille? Il est construit en quoi? Il a des balcons, il a des grandes baies vitrées ou au contraire c'est pas bon? Vous voyez, c'est juste essayer de nous faire qu'on visualise votre immeuble idéal. Un immeuble haussmannien,
est très beau, peut être idéal par certains côtés, n'a pas forcément des balcons à tous les étages. Donc c'est une question de qualité de ce que ça offre là où ça doit être. Moi, je n'ai pas de principe de base là-dessus, à titre personnel. L'important, c'est qu'on soit dans des quartiers mixtes. L'important, c'est qu'on soit autour des hubs de transport. L'important, c'est qu'on apporte des services et qu'on soit environnemental et qu'on réponde aux exigences de nos clients. C'est ça qui est le plus important. Qu'ils soient placés dans Paris intramuros, sur les grands boulevards, ou qu'ils soient placés en banlieue, sur un immeuble des années 60, pourvu qu'ils répondent à tous ces critères-là, et ça sera l'immeuble idéal. Mais à contrario, qu'est-ce qu'il y a comme immeuble ou comme ensemble que vous avez mis de côté, pas voulu acheter, parce que vous vous disiez ce n'est plus quelque chose qui correspond aux besoins d'aujourd'hui? Là encore, l'emplacement. Les tailles trop importantes au milieu de nulle part, la civilisation simplement de l'automobile, de dire voilà, je vais travailler à tel endroit, je prends ma voiture, je vais vivre à tel endroit, je prends ma voiture, je vais consommer à un autre endroit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Oui, mais en même temps, si vous prenez les tours du haut que vous avez construites, sont au bord d'un périphérique, elles sont très 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 grandes. On ne peut pas aller au Franprix d'à côté. Ah bah si, le quartier du 13e, on est en train d'évoluer. On est en ville, on a l'accessibilité des transports en commun. Vous le referiez aujourd'hui? Est-ce que vous les referiez? C'était il y a longtemps, vous-même vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a plus de 10 ans, le concours a commencé en 2011. Mais je prends ça comme exemple. On prendrait, d'abord c'est un immeuble, je salue Ivanoé Cambridge qui est propriétaire de cet ensemble-là, et Natixis qui est l'utilisateur. C'est un immeuble qui est très environnemental, mais ça serait à refaire, il faudrait aller un cran plus loin en service, en moyens. Mais moi je suis pour la densification. Attention à l'étalement urbain. Attention au danger de l'étalement urbain qui entraîne, et le fait de mettre des villes à la campagne, ça ne marche pas toujours. Et nous ne deviendrons pas agriculteurs en apprenant sur des tutoriels sur Internet. Alors on va passer un dernier moment ensemble sur les questions avec Hervé Parent qui est attentif à comment on travaille avec les startups. Hervé Parent, HEC Immobilier, spécialiste de la PropTech. De nombreuses innovations digitales sont proposées aujourd'hui par des startups. Elles sont proposées aux sociétés foncières. Lesquelles vous semblent les plus pertinentes et comment collaborez-vous avec ces startups? Écoutez, nous travaillons avec énormément de startups ou pas startups. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des jeunes pousses, des entreprises. Vous avez un incubateur? Nous avons un incubateur à travers des fonds dans lesquels on est investi, notamment le fonds Fifth Wall, qui est le fonds américain, mais des fonds français sur lesquels nous sommes investis. Et nous apprenons à créer des incubateurs. Il faut qu'on soit modeste. On n'a pas forcément le personnel et la capacité de pouvoir suivre toutes les startups. Et nous travaillons avec beaucoup de sociétés innovantes dans tous les domaines. Vous savez, les services qu'on apporte à l'immobilier aujourd'hui sont très très vastes. Ça va dans tous les domaines. Vous voyez, vous pouvez avoir un récupérateur d'énergie d'une douche qui vous permet de gagner je ne sais pas combien en chauffage dans l'immeuble et en réutilisation de l'eau et le gaspillage qui va avec et donc le bas carbone. Donc on est dans un écosystème qui est très très ouvert. Il ne faut pas vouloir tout faire soi-même. Là encore, il faut s'appuyer sur ceux qui savent. C'est vous qui les faites ou pas? Nous sommes propriétaires et nous mettons les connectivités en place. Nous sommes en train de faire une campagne de créer des jumeaux numériques à travers d'abord les relevés de nos immeubles existants, plus tout ce qui est capteurs qu'on met en place pour pouvoir les connecter et surtout pouvoir faire des maintenances prédictives. Une grande partie de nos investissements annuels vont dans de la maintenance. Si on faisait des choses qui ne nécessiteraient pas autant de maintenance et aussi faire du low-tech. Alors, Mecca Brunel, on arrive presque au terme de cette heure passée ensemble. Le temps de conclure. Conclusion et des questions, je le disais tout à l'heure, plus personnelles. Vous avez un parcours quand même assez étonnant et vous l'avez dit tout à l'heure, pendant la pandémie, en fait, les femmes ont eu 3 métiers, le travail, la maison, le travail avec les enfants. Comment éviter le pire pour les femmes? Comment casser les mentalités? On l'a dit tout à l'heure en introduction, Vincent l'a dit, vous êtes une des rares femmes à la tête d'une entreprise du SBF 120. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est une question qu'on pose depuis tellement longtemps, mais c'est presque de pire en pire. En tout cas, ça devient compliqué, difficile. Moi, je pensais que
la nouvelle génération, je suis mère de 3 filles, nous sommes parents de 3 filles. Je pensais que c'était beaucoup plus facile. Je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Il ne faut rien lâcher. Et ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des super-héros. Beaucoup de femmes, comme moi, pensent qu'on peut tout faire. Eh bien non, il faut savoir déléguer. Oui, mais elles n'ont pas le choix. Il faut savoir partager. Elles peuvent avoir le choix. Il faut aussi... vous savez, moi, je le dis souvent. Et puis aussi, c'est à ceux et celles qui ont la chance d'être en responsabilité, de mettre en place ce qu'il faut pour contrevenir à cela. Vous savez, je disais dans une instance européenne où j'ai des responsabilités, on me disait oui, il faut s'occuper des femmes comme de minorités, je veux dire des gauchères comme moi, des femmes de couleur, enfin j'en sais rien, toutes sortes, des groupes AB, enfin peu importe, on peut avoir toutes sortes de difficultés. Et moi, je considère que c'est 50% de l'humanité, donc on doit être à égalité de droits. On n'est pas égaux, personne n'est égal, mais il faut qu'on soit à égalité des droits. Et il faut être exigeant et ne pas lâcher là-dessus. C'est très compliqué. Nous sommes peut-être, nous les femmes, nous devons aussi changer nos mentalités et être plus certaines de nos capacités et de nos forces. À nous rebeller contre les hommes. Allez, Vincent, la question est pour vous. Mecca Brunel, justement, Gessina a été souvent mise en avant dans des classements sur le plan de la parité et tout à fait en haut du classement. Est-ce que c'est une signature de Mecca Brunel ou est-ce que ça a été plutôt une volonté des actionnaires qui vous ont fait venir également pour cela quand vous avez pris les rênes en 2017 de Gessina? Ça a été une volonté depuis 2014 du conseil d'administration. D'abord, ça commence, vous savez, les changements viennent du haut. D'abord, petit à petit, la parité au conseil d'administration, ou presque. Je rappelle que la loi Copper-Zimmermann est une loi de préservation de l'espèce, donc pas plus de 40%. Voilà. La deuxième chose, c'est d'avoir mis en place un plan pendant quelques années, pas des montants importants, mais de regarder l'égalité salariale homme-femme. On a rattrapé les salaires pour 67% des femmes, mais 33% des hommes. Ça voulait dire aussi que dans certains métiers très féminins, eh bien, on avait un décrochage pour les quelques hommes qui étaient dans ces métiers-là. L'égalité et l'équité, c'est ça. Et puis, une attention de tous les instants. Il ne faut jamais lâcher. Et parfois, ça m'est arrivé de voir... alors, c'est difficile. Quand on a des enfants, on a l'impression que c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie d'être maman. Mais ça peut être une parenthèse dans la vie. Eh bien, on doit avoir le droit d'avoir des carrières, des parcours un peu plus tardifs et pas immédiats, et accompagner cela et considérer que ce n'est pas grave. Au contraire, ça donne une couleur particulière. Vous êtes né en Iran, vous avez vécu jusqu'à 16 ans en Iran, vous êtes arrivé en France, je crois que c'est à Besançon. Vous êtes pour l'intégration ou l'assimilation ? Je ne fais pas forcément la différence entre les deux. Alors, mon français n'est pas si bien. Le français, pour moi, est une langue apprise. Moi, je suis pour le fait que on devienne... Quelle est la différence, d'ailleurs ? L'intégration, c'est-à-dire que vous vous fondez, vous restez iranienne et vous êtes dans une société française, vous avez la société française assimilation, c'est-à-dire qu'à la limite, vous gommez vous assimilez complètement au peuple français. Écoutez, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas gommer son histoire, ni l'histoire des personnes, ni l'histoire des peuples. Et à chaque fois qu'on veut être différent de ce qu'on est, on est malheureux, on n'est pas bien. Donc il ne faut pas gommer son histoire, mais il faut aussi s'inscrire dans les rites, coutumes, les façons d'être du pays qui nous adopte. Et la France m'a adoptée et j'en suis très fière et j'essaye d'être digne. Et c'est important, cela est important parce que c'est aussi une question de dignité, de se sentir... partie prenante à un destin collectif. Mais le pays qui vous a accueilli semble être déchiré dans cette campagne présidentielle sur la question de l'immigration. Est-ce que ça vous fait de la peine ? Ça me fait de la peine à chaque fois qu'on ne se comprend pas. Vous savez, nous avons accueilli quelques femmes afghanes qui sont parties avec le dernier avion à la demande de la Fondation des femmes. On ne pouvait pas en accueillir beaucoup pour quelques mois. Et les Afghanes sont des persanophones, j'en ai rencontré. Eh bien... c'est une déchirure déjà de partir comme ça en laissant tout derrière soi. Et c'est important de retrouver une dignité, quelle que soit. Mais en revanche, il faut se conformer aux règles et aux us et coutumes des pays dans lesquels on est. La religion, c'est une affaire personnelle, est une affaire privée. Ouais. Et puis surtout, il faut qu'il y ait plus d'exemples comme vous, Mecca Brunel, avec le parcours que vous avez eu. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien HEC. Merci à vous. Et rendez-vous le mois prochain, Vincent. Avec plaisir.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.